Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des Gilets jaunes. L'exécutif passe à la vitesse supérieure, en tout cas en termes de communication. Discours d'Emmanuel Macron ce matin, un nouveau mea culpa, de la compréhension, quelques annonces, et puis une rencontre officielle au ministère de l'écologie entre deux représentants du mouvement et François de Rugy en personne. Tout cela est-il suffisant? Peut-on raisonnablement entrevoir une sortie de crise? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Christopher Dembick à Mathieu Plane. Nous aborderons la question des Gilets jaunes sous l'angle économique. La principale réponse d'Emmanuel Macron sur la fiscalité des carburants, c'est de l'adapter aux fluctuations des prix. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français? Est-ce que ça leur assure une baisse des prix? Pas sûr. Explication de nos spécialistes dans 10 minutes. Et puis l'actualité ce soir, c'est aussi ce haut fonctionnaire du Sénat arrêté par les services de renseignement français. Benoît Kennedy, c'est son nom. Il est soupçonné d'avoir fourni des informations top secrètes à la Corée du Nord. Avec nous pour en parler ce soir, Rémi Coffer, spécialiste des services secrets. D'abord, retour sur l'affaire et sur le profil de cet homme avec Sandra Cerquera. Un administrateur du Sénat, arrêté par les agents de la DGSI, une première. Soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord, Benoît Kennedy connaît bien le pays. Il s'y est rendu plusieurs fois et préside l'association d'amitié franco-coréenne. Intervenant même dans les médias à plusieurs reprises, comme expert en relations internationales, mais un expert plutôt sympathique avec le régime nord-coréen. La Corée du Nord suspend ses essais nucléaires et ses tirs balistiques. La Corée du Nord a fait des gestes. Et quand il parle d'un de ses livres, La Corée du Nord, c'est inconnu, on sent sa fascination pour le pays, qu'il présente presque comme un modèle à suivre. Il y a, en Corée du Nord, un respect vis-à-vis des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs. C'est aussi un modèle de développement. La gratuité de l'éducation et de la santé, le travail pour tous. Chacun a le droit de travailler et le devoir de travailler. Il n'y a pas de chômage aujourd'hui. Une activité d'expert engagé en parallèle d'un poste d'administrateur au Sénat. Un mélange des genres qui, pour beaucoup, aurait dû être dénoncé. Le sénateur André Gattolin réclame une enquête interne. Il m'a même proposé une rencontre avec, comme j'étais inscrit au groupe écologiste, avec des écologistes sud-coréens. Quand j'ai rencontré les personnes, ces personnes ne parlaient pas d'écologie, c'était un groupe crypto-communiste qui prônait la grande réconciliation avec la Corée du Nord. Donc j'ai tout de suite compris, je m'en suis enquis auprès d'autres administrateurs qui m'ont dit « Oh mais de toute façon il est connu comme le loup blanc dans la maison ». Je suis particulièrement choqué par le fait qu'il n'y ait eu aucune sanction. D'autres estiment que son poste d'administrateur de la direction de l'architecture et du patrimoine au Sénat ne lui a pas permis d'obtenir des informations de la plus haute importance. Ce qui est surprenant, c'est tout simplement que ce genre d'affaires puisse encore arriver parce qu'elle nous ramène à une période de l'avant 1989 et que c'est relativement étonnant. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit quand même dans des informations secret défense. Benoît Kennedy est pourtant soupçonné d'avoir transmis une série de notes économiques et militaires à la Corée du Nord, pouvant porter atteinte aux intérêts de la France. Une enquête devra déterminer s'il est coupable de trahison. Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Rémi Coffer. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du renseignement, vous avez écrit ce livre, Les hommes du président, et un autre qui s'appelle Histoire mondiale des services secrets. Une affaire d'espionnage présumée au Sénat, ça a surpris pas mal de monde, en particulier les sénateurs qu'on vient d'entendre dans ce sujet. Est-ce que ça vous a surpris, vous aussi ? Non, parce que, par en soi, je ne visais pas particulièrement le Sénat, mais on sait effectivement que les Coréens du Nord, la sécurité d'État nord-coréenne, qui a très peu d'informations sur ce qui se passe dans le monde occidental, ils seraient prêts à n'importe quoi pour essayer de récupérer des informations, éventuellement même des informations confidentielles, voire classées défense. On est quand même un peu surpris par le lieu, le choix du lieu. En quoi les activités au Sénat pourraient les intéresser ? Mais tout peut les intéresser dans la mesure où ils ont très peu d'informations, de renseignements sur ce qui se passe dans le monde occidental, spécifiquement en Europe. Ça rappelle l'époque de la révolution culturelle en Chine, où les Chinois, Kang Sheng, qui était le chef des services secrets de Mao, faisait n'importe quoi, essayait de manipuler des groupuscules pro-chinois, etc., pour savoir un peu ce qui se passait dans le monde occidental. Donc en soi, c'est pas étonnant. On est surpris aussi par le fait que le suspect, rappelons qu'il n'est que suspect pour le moment, a fait de multiples apparitions médiatiques. Quand on est un espion, a priori, on se doit d'être discret plutôt, non ? Alors, je ne sais pas si c'est un espion, donc l'enquête, comme vous le dites, le démontrera. Mais vous savez, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle l'agent d'influence, qui essaye d'influencer la politique de tel ou tel pays dans le sens des intérêts de la puissance qui l'emploie. Du lobbying.
oui, enfin, c'est plus que du lobbying, l'agent d'influence, vous franchissez la ligne rouge. Hein. Le lobbying, c'est autorisé, pas le travail d'influence. Et puis, vous avez des gens qui font carrément de l'espionnage, c'est-à-dire qui apportent, volent ou se procurent sous des biais divers des renseignements qui peuvent intéresser la puissance qui les emploie et qui les pervertit. Donc, c'est deux étages un petit peu différents. Ce sont des affaires extrêmement sensibles. A priori, on ne saura rien, j'imagine. Silence radio de toutes parts, de toutes les instances sur l'enquête, le déroulement de l'enquête, combien de temps elle a pu prendre Elle a pris plusieurs mois, à ma connaissance, peut-être de l'ordre de 8 mois. On m'a parlé de 8 mois. C'est-à-dire que la DGSI, la section contre-espionnage de la DGSI, qui fait aussi du contre-terrorisme, comme vous le savez, de l'antiterrorisme, la section contre-espionnage a visiblement pris le temps de laisser remonter comme le pêcheur à la ligne, si vous voulez. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Des écoutes téléphoniques, des filatures? Ça veut dire qu'ils essayent par divers biais, effectivement, de rassembler le maximum de preuves permettant, le cas échéant, et on verra si le cas est bien échéant, de traduire la personne en question devant les justices. Parce que si vous faites des activités illicites, eh bien, naturellement, vous risquez le tribunal. C'est une affaire qui pourrait avoir des conséquences politiques ou d'ordre diplomatique? Vous savez, nos relations avec la Corée du Nord ne sont pas extrêmement chaleureuses, donc je ne pense pas que ça va être une catastrophe. Hein. De toute façon, c'est une forme de coup d'arrêt aussi, de dire, bon, bah, voyez, ne franchissez pas justement la ligne rouge. Ça veut dire aussi que les services de renseignement sont très vigilants et qu'ils surveillent bien et que potentiellement ils arrêtent des agents. C'est un message aussi à la Corée du Nord. Bien sûr, mais comme vous le dites, ce monsieur, appelons-le Monsieur Q pour les fanatiques de James Bond, ce monsieur se montrait beaucoup sur les plateaux de télévision, avait un rôle dans les amitiés France-Nord-Corée. Donc, si vous voulez, c'était un personnage qui, naturellement, pouvait attirer l'attention du contre-espionnage en se disant, bon, c'est qui ce type? Et à partir de ce moment-là, quand on a des doutes, eh bien, on enquête sur la personne. Les renseignements, c'est toujours un univers qui fait un peu fantasmer. On sait qu'il y a eu cette série qui a eu beaucoup de succès, le Bureau des légendes. Le recrutement humain, c'est une pratique encore courante? C'est quelque chose qui se fait par tous les États, y compris par la France d'ailleurs? Bien sûr. Ça s'appelle en langage technique tamponner quelqu'un. C'est-à-dire arriver à envelopper la personne et puis à la recruter par la suite. Alors, le recrutement, le mieux pour un recrutement, si je puis dire, c'est de faire venir la personne, ce qui est peut-être le cas en l'occurrence, sur son territoire pour la travailler vraiment et finaliser le recrutement. C'est un peu plus difficile de recruter un Français, par exemple, quand on est en France, parce que ça court plus le risque de rater, tout simplement, parce que la personne va se cabrer. Et comment on choisit une cible? Il faut forcément qu'elle ait un haut poste, qu'elle soit évidemment bien placée dans un univers particulier, politique, médiatique. Comment on choisit? Il faut qu'elle soit bien placée, mais pas forcément à un haut poste. Alors pendant des années, la HEA, c'est-à-dire la Aufklärung, qui était le service de renseignement de l'Allemagne de l'Est, dirigé par le fameux Markus Wolf, avait utilisé la technique des Roméos, c'est-à-dire des beaux jeunes gens, qui séduisaient non pas le personnel politique de haut niveau, mais les secrétaires. Parce que les secrétaires des hommes politiques importants ou des responsables importants, elles vont à la photocopie avec les documents, etc. Et un certain nombre de ces jeunes femmes ouest-allemandes, donc, se sont laissées embobiner comme ça et un certain nombre ont fini en prison. On pensait qu'aujourd'hui, l'espionnage se faisait surtout sur Internet. L'un n'empêche pas l'autre? C'est équilibré? L'un n'empêche pas l'autre, mais si vous voulez, vous avez l'espionnage technologique, ce qu'on appelle Technical Intelligence, qui consiste effectivement à intercepter des communications, intercepter des signaux. Et puis vous avez toujours l'human, c'est-à-dire un renseignement humain, qui est très précieux parce que dans beaucoup de cas, le fait d'avoir énormément d'éléments interceptés ne vous dit pas forcément ce que vont faire les gens d'en face. Donc si vous avez une source, une taupe bien placée auprès d'eux, eh bien c'est particulièrement précieux. Sur cette affaire précisément, on a entendu le sénateur André Gattolin s'étonner et demander une enquête interne. Ça peut aboutir sur quelque chose, une enquête interne, trouver d'autres espions potentiels ou des éléments qui auraient pu alerter les sénateurs? C'est vrai que ça demande un éclairage, ici même au Sénat? Écoutez, je ne sais pas quel va être le contour de cette enquête interne. Elle peut aboutir, non pas forcément à détecter des centaines de taupes au Sénat, il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa, mais ça peut permettre, le cas échéant, de rendre les sénateurs ou d'autres hommes politiques ou d'autres personnalités
autorités plus vigilantes, parce que il arrive, alors vous avez un certain nombre de services de renseignement qui sont très pugnaces et qui utilisent la naïveté des gens, qui utilisent la bonne foi des gens, qui utilisent, etc. Bon, donc, ça fait absolument jamais de mal, de toute façon, d'être vigilant et de se dire, d'avoir un petit signal qui dit attention, attention, là, ces gens insistent un peu trop. Même dans des lieux où on ne l'attend pas. Merci infiniment Rémi Coffert d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les hommes du président. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer Christopher Dembicq à Mathieu Plane. On va s'arrêter sur cette mesure nouvelle annoncée par Emmanuel Macron pour répondre à la colère des Gilets jaunes. La fiscalité sur les carburants va s'adapter aux fluctuations des prix. Est-ce que ça veut dire que les Français seront vraiment soulagés dans cette facture à la pompe? On va poser la question à nos invités après les explications d'Héloïse Grégoire. C'est l'une des annonces de ce matin. La fiscalité des carburants devrait être adaptée aux fluctuations des prix du pétrole, un mécanisme dont on ne connaît pas encore les contours. Adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même situation. Et donc, sur ce sujet, ce que je souhaite puisse être fait dans les 3 mois. Un mécanisme qui doit donc s'adapter aux fluctuations du prix du pétrole, une mesure déjà instaurée par Lionel Jospin en 2000. Pas facile, car le propre de ce marché est son inconstance. La preuve sur ce graphique. Actuellement, les cours du pétrole chutent de manière significative. Le baril côté New York a perdu plus de 25% depuis début octobre et cette baisse des cours a déjà un petit impact sur les prix à la pompe. Mais c'est cette hausse du carburant qui a provoqué la colère des Gilets jaunes. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les prix à la pompe sont si élevés. Entre 2011 et 2014, ils avaient déjà atteint des records. Par exemple, en 2012, le litre de sans-plomb avait dépassé pour la première fois 1,60 € en moyenne. Celui du gasoil, plus de 1,40 €. Actuellement, le budget carburant pèse lourd pour les Français, presque autant qu'en 2012. Avec nous pour ce match des idées, donc Christopher Dembicq, bonsoir, chef économiste à la Saxo Bank, et Mathieu Plane, bonsoir, économiste à l'OFCE. Bienvenue à tous les deux. L'annonce du jour, je le disais, c'est ceci. La fiscalité sur les carburants va s'adapter aux fluctuations des prix. Pardon, mais je ne comprends pas bien exactement ce que ça veut dire, Christopher Dembicq. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, a priori, on n'a pas eu quand même les détails, mais c'est un peu la TIPP flottante qui ressort. La TIPP flottante, c'était quoi? C'était une mesure qui a été prise par le gouvernement Jospin, donc au début des années 2000, ça dure à peu près 1 an et demi. Et grosso modo, on avait un prix fixé, disons par exemple $60 du prix du baril de pétrole. Si on avait une évolution de 10% à la hausse ou à la baisse en plus par rapport à ce prix de référence, automatiquement on avait un ajustement au niveau des taxes. Le point qui est important, qu'il faut bien prendre en considération, c'est si le gouvernement a l'idée de ressortir cette TIPP flottante, il y avait un rapport très intéressant de la Cour des comptes en 2005 qui montrait non seulement ça avait bien sûr entraîné des pertes en termes de rentrée fiscale pour le gouvernement, pour l'État qui étaient importantes, mais surtout l'aspect consommateur était intéressant parce que pour le consommateur, finalement, ça n'avait pas entraîné une baisse si substantielle des prix à la pompe. Donc, il faut être très prudent. On a eu d'autres échos sur le fait que la TIPP flottante ne serait pas la mesure qui serait ressortie, mais on ne voit pas très bien, malgré tout, qu'est-ce que le gouvernement veut faire si ce n'est pas cela. Mathieu Plane, vous avez la même explication et vous partagez les bémols, les doutes? Moi, je trouve que c'est un mécanisme qui est assez malin, en fait. D'accord. Sauf qu'il y a d'autres problèmes. Malin pour qui? Parce qu'on cherche à savoir si c'est malin pour le C'est-à-dire que la consommateur. TIPP flottante, bon, l'expérimentation a été assez courte, il y avait aussi des enjeux politiques, ça a été mis en place sous le gouvernement Jospin, après Chirac a été réélu en 2002, comme les prix du pétrole avaient baissé, il a dit non, voilà, on la supprime. Non, l'idée qu'il faut bien avoir en tête, qui n'est pas simple à comprendre, c'est que, en fait, quand le prix du baril de pétrole augmente, en fait, les recettes de TVA augmentent. Donc c'est un peu la double peine pour les ménages. C'est-à-dire que, voilà, et donc forcément, l'idée est de dire que ces recettes de TVA, plutôt qu'elles rentrent finalement dans les caisses de l'État, et qui ne sont pas là pour réduire forcément les déficits à ce moment-là, parce que ce n'était pas prévu, et les réutiliser pour réduire la TIPP, qui est l'autre partie de la fiscalité sur les carburants. Et donc, il y a une espèce d'ajustement entre TVA et TIPP. Alors, c'est un mécanisme très technique, très techno, mais qui a une certaine logique de façon à amortir les effets sur les prix à la pompe et faire en sorte que vous n'ayez pas un peu la double peine, qui est à la fois la hausse des prix de l'énergie, auquel s'ajoute la hausse des recettes de TVA, en fait, qui sont derrière.
Christopher Nabik, ça vous convainc ou pas? Vous avez des bémols, Mathieu Plan nous dit c'est plutôt malin. Il faut voir quel sera le calibrage. Si on revient sur le même calibrage qu'on avait eu donc au début des années 2000, c'est vrai que ça sera compliqué. Il faut voir déjà quel sera finalement le seuil déjà de référence. Si on s'arrête sur le seuil qui est fixé, je crois, par Bercy pour l'année prochaine, ça doit être un prix du baril de pétrole de $73. Aujourd'hui, très honnêtement, personne n'est certain qu'on sera sur $73 et savoir à partir de quel niveau de fluctuation, évidemment, on aura une diminution au niveau des taxes. Donc ça reste très compliqué. Surtout, ce qui est gênant, c'est que le chef de l'État n'a pas vraiment donné de détails très pratiques à cet égard. Il a lancé l'idée comme ça, et on en parlera d'ailleurs dans le débat. Autre information analysée avec vous, c'est l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes. Difficile à évaluer sur le long terme, j'imagine, mais pour Bruno Le Maire, pas de doute, sur le court terme, l'impact sur l'activité est réel. Le constat de l'ensemble des secteurs économiques est clair. Les événements récents ont eu un impact sévère sur l'activité économique nationale. Un impact sévère en métropole, mais également dans certains départements d'outre-mer. Je pense en particulier à La Réunion, où l'ensemble des représentants ont manifesté leur inquiétude à la suite des troubles qui ont eu lieu à La Réunion. Mathieu Plane, est-ce que d'après vous, Bruno Le Maire agite le chiffon rouge à juste titre ou il agite le chiffon rouge à des fins un peu politiques? On voit que là, il y a quand même un peu des fins politiques, je pense. Il exagère. Sévère, d'abord, il est un peu tôt pour évaluer l'impact. Déjà, pour les grèves qui ont lieu au deuxième trimestre, grève SNCF, c'est difficile d'en connaître vraiment les conséquences réelles. Là, c'est un mouvement récent qui est totalement désorganisé. Il y a certainement un impact. Maintenant, les ordres de grandeur restent quand même assez faibles par rapport à l'ensemble de l'environnement économique, que ce soit effectivement les évolutions fiscales sur les prix du pétrole, le taux de change. Donc tout ça, voilà, il y a ce chiffon rouge qui existe, qui est surtout alimenté par évidemment des conséquences potentiellement politiques. Je pense qu'il y a plutôt, si vous voulez, une incertitude qui se crée dans le pays, on le voit, notamment dans l'indicateur de confiance des ménages, qui a beaucoup baissé, alors même que la fiscalité, là, aujourd'hui, est plutôt en soutien au pouvoir d'achat, que ce soit la taxe d'habitation, les baisses de cotisations sociales. C'est plutôt là-dessus qu'on peut avoir une inquiétude, c'est que le ressenti attendu des mesures fiscales positives pour le pouvoir d'achat ne sont pas du tout visibles dans la perception des ménages, et ça peut conduire à de l'épargne de précaution, c'est-à-dire des ménages, plutôt que de la consommation, et ça peut jouer sur l'activité. Mais je ne crois pas soit les mouvements des Gilets jaunes qui expliqueraient par exemple le mauvais 4e trimestre. Et Christopher Nabik, je vous entends rire, donc pour vous aussi c'est clairement un message politique? Oui, évidemment. Il fait peur. On a eu, je crois, 10 ou 11 jours finalement de manifestation des Gilets jaunes. Déjà, bien évidemment, il est beaucoup trop tôt pour évaluer l'impact. On n'a pas non plus de blocage qui soit massif. On n'a pas eu de blocage des raffineries, par exemple, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc je pense qu'on est sur un discours qui est très politique aujourd'hui. Le point qui peut être intéressant, c'est que même si nous, bien évidemment, en France, on se focalise sur ce sujet, pour l'instant, en tout cas à l'étranger, j'ai pu discuter la semaine dernière avec des investisseurs étrangers notamment, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est de grande importance. Mais bien sûr, si on a de nouveau des épisodes comme on a eu au cours du week-end, très certainement que là, les investisseurs étrangers vont commencer aussi à comprendre que l'effet Macron, qui en France ne joue plus vraiment, mais aussi à l'étranger, jouera de moins en moins. Oui, donc ça a peut-être un rôle sur le rayonnement de la France. Les Gilets jaunes ne sont pas les seuls à militer en faveur d'une hausse du pouvoir d'achat. L'Organisation internationale du travail tire aussi la sonnette d'alarme. Il vient de publier un rapport mondial sur les salaires réalisés dans 136 pays. Globalement, le ralentissement de la hausse des salaires concerne surtout les pays riches et la France ne fait pas exception. On va regarder les chiffres. Les salaires ont augmenté en 2017 de 0,1%. Et ils reculeront de 0,4% en 2018 selon les premières estimations. L'OIT réclame des hausses de revenus pour les travailleurs. Pourquoi? Eh bien, regardez ce que nous dit Guy Ryder, directeur général de l'OIT. Les salaires qui stagnent sont un obstacle à la croissance économique et à la hausse des niveaux de vie. Les pays devraient explorer avec leurs partenaires sociaux les moyens de parvenir à une croissance salariale durable du point de vue économique et social. Mathieu Plane, vous êtes d'accord? Les salaires qui stagnent, c'est un obstacle à la croissance? Un obstacle sérieux? Oui, alors, on peut le voir de différentes façons. En tout cas, il y a deux arguments. C'est-à-dire que la compétitivité des pays, en tout cas, passe parfois par des réductions du coût du travail. Et donc, c'est effectivement des baisses de revenus, de salaires, mais qui sont nuisibles aux revenus des ménages et au pouvoir d'achat. Et donc ça, c'est un des premiers points. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette tendance un peu généralisée d'une compétitivité très forte et qui passe effectivement par des ajustements sur ces mécanismes-là, qui sont les salaires. Et donc c'est vrai que, in fine, le problème qui se pose, c'est le partage des richesses. La bonne répartition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une captation quand même assez forte
de la croissance par une partie de la population plutôt, on va dire, aisée, et que la classe moyenne, aujourd'hui on le retrouve un peu dans la colère des Gilets jaunes, voit son niveau de vie plutôt stagner, voire même diminuer. Et c'est vrai que la composante des salaires, que ce soit sur les évolutions salariales, mais aussi par l'augmentation du temps partiel subi, des contrats précaires, effectivement, participe beaucoup à ce sentiment d'inégalité et du fait que les fruits de la croissance sont peut-être mal partagés. Et sous ces arguments, le problème, c'est qu'on n'a pas une coordination aujourd'hui des politiques salariales, par exemple dans la zone euro, et que il y a des arguments de compétitivité. On dit qu'il faut être compétitif vis-à-vis du voisin, et ça passe par des ajustements éventuellement salariaux. Sauf que d'après l'OIT, c'est un mauvais calcul parce que ça a un impact sur la croissance. Donc finalement, c'est la boucle, ça s'enchaîne et on n'en voit pas la fin. Oui, c'est certain, mais c'est très dur pour inciter les entreprises qui sont aujourd'hui quand même beaucoup plus dans une logique de réduction des coûts, à part dans certains secteurs qui sont sous tension, mais ça reste quand même très marginal. Les entreprises n'ont pas intérêt aujourd'hui à avoir des hausses de salaire qui soient significatives. Elles sont dans une réduction qui est très importante des coûts, non seulement parce que vous avez des taux d'intérêt qui augmentent, vous avez aussi un endettement du secteur privé, notamment des entreprises, et surtout au niveau global, on le constate, qui est aussi inquiétant. Donc dans tous les cas, vous avez finalement assez peu de facteurs qui vont inciter à une meilleure répartition, notamment des richesses, à des hausses de salaire, ou simplement sur certains segments d'activité où effectivement il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais ça reste très très marginal. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'appel de l'OIT fait sens parce qu'on commence à avoir des signes de ralentissement économique. Donc, on ressort bien sûr la thèse sur le fait qu'il faut favoriser la consommation, donc des hausses de salaire. Il faut aussi que les États puissent faire des relances budgétaires si c'est nécessaire. Donc, on a aussi un changement de paradigme. Il y a quelques années cela, personne n'aurait osé parler de relance via les salaires. On était plus sur on va restaurer la compétitivité des entreprises, donc on réduit au maximum les coûts. D'autant plus, que la situation est un peu différente en Allemagne. On va regarder ces autres chiffres publiés par cette étude de l'OIT. Les salaires ont augmenté de 0,9% en 2017 en Allemagne et ils devraient augmenter de 1,7% en 2018. Alors, il y a eu l'augmentation, c'est moins 1,7 pour 2018. Là, mais... Ah oui, alors moi j'ai 1,7. Mais c'est vrai que ça me paraît bizarre le moins 1,7. Oui, donc c'est plus 1,7. Non, c'est vrai qu'il y a eu du côté allemand la mise en place notamment du SMIC qui a pu participer à ça. Ah oui. Il y a quand même quelque chose qui est très étonnant, c'est-à-dire que on le voit au niveau des pays les plus avancés économiquement, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on a atteint des niveaux de taux de chômage qui sont très bas, voire historiquement bas. C'est le cas de l'Allemagne, des États-Unis, actuellement du Royaume-Uni. Et pourtant, effectivement, la dynamique salariale reste extrêmement contrôlée. Alors que d'habitude, quand on commence à avoir des tensions sur le marché du travail, qu'on a même ce qu'on voit en France, aujourd'hui on parle de difficultés de recrutement, se traduisent pas par de l'accélération de salaire. Normalement, ce qui est rare est cher. Or, aujourd'hui, on ne le voit pas du tout. Donc ça veut dire que soit le marché du travail il y a des dysfonctionnements qu'on ne maîtrise pas, soit en fait il y a une précarité cachée qu'on ne voit pas, et des personnes qui sont finalement à la marge du marché du travail, qui sont un réservoir de main-d'œuvre inutilisé, soit il y a une pression effectivement sur les coûts qui est très forte entre les pays par les réformes menées, par les réformes structurelles, et qui conduisent à ça. C'est-à-dire que chaque pays a intérêt à améliorer sa compétitivité vis-à-vis du voisin, mais globalement et macroéconomiquement, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'in fine, si les salaires n'augmentent pas, vous avez un problème de demande globale pour tirer l'activité des pays, mais globalement d'une zone. Christopher Dambik. On est, je pense, dans une logique aujourd'hui où vous avez beaucoup d'entreprises qui ont effectivement à la fois cet aspect réduction des coûts et aussi vous avez une concurrence en fait au niveau international qui est très importante. Prenons un secteur que je connais bien qui est la banque. Aujourd'hui, en banque, très honnêtement, toutes les entités qu'on appelle back-office, c'est-à-dire ouverture de compte, vérifier que l'argent, il n'y a pas d'aspect blanchiment, etc., toutes ces capacités-là, vous êtes banque française, vous pouvez les faire à 2-3 fois moindre coût en Europe de l'Est. Et si vous voulez complètement réduire, diviser par 5 ou 10, vous allez en Inde. Et vous allez avoir des gens tout aussi compétents. Et vous aurez bien sûr, pour le cadre français, des contrats du travail qui seront beaucoup moins contraignants qu'en France. Donc cette concurrence aussi internationale fait que sur quasiment tous les segments, parce qu'avant on était sur des emplois non qualifiés, mais y compris aujourd'hui sur des emplois qualifiés, vous pouvez délocaliser très aisément. Et évidemment, les problèmes de pouvoir d'achat ont des conséquences sur la philanthropie. Une étude de France Générosité qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France montre une baisse des dons de 6% au premier semestre. Une étude publiée alors qu'on célébrait ce mardi le Giving Tuesday, la journée mondiale de la générosité. Et c'est aussi ce mardi que les Restos du Cœur lançaient leur 34e campagne d'hiver. Et l'inquiétude est grande. Ça va être difficile parce qu'il y a de plus en plus de précarité dans le pays et qu'on est aussi de moins en moins de bénévoles. Donc voilà, c'est dur, les gens attendent, des fois sont un peu agressifs parce qu'ils attendent beaucoup.
Christopher Damick, on a l'impression d'un cercle vicieux, d'une équation absolument limpide. Baisse du pouvoir d'achat, plus de précarité, moins de dons et encore plus de pauvres. Oui, on est un peu sur cette thématique-là parce que vous avez de moins en moins de moyens en fait pour ces associations. Le fait est qu'aujourd'hui, on en avait discuté un peu avec Mathieu avant l'émission, c'est effectivement l'aspect fiscalité a aussi beaucoup joué négativement. C'est-à-dire vous avez l'ISF qui a été une problématique quand même très importante parce que vous avez pour l'ISF, précédemment lorsqu'on avait l'ISF, vous aviez finalement cet aspect niche où on pouvait canaliser déduction fiscale lorsqu'on faisait des dons aux associations, aux fondations d'entités publiques. Donc, comme vous avez eu un changement assez important en termes de fiscalité, vous avez dans le même temps un pouvoir d'achat qui n'augmente pas significativement. Donc, vous allez avoir une précarité et surtout des moyens pour ces associations qui est de plus en plus compliquée. Juste pour être bien clair, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, la suppression de l'ISF a réduit les dons aux associations. Parce qu'en fait, lorsque vous aviez en fait une déduction fiscale, automatiquement, lorsque vous faisiez des dons à des associations, et étant donné que l'ISF n'existe plus, vous n'avez plus ces déductions fiscales. Le fait est que ça a été bien sûr un élément négatif. Sur l'autre côté, vous avez aussi les collectivités locales qui sont extrêmement contraintes et qui financent énormément les associations au niveau local. Et là aussi, vous avez quand même un aspect qui, normalement, devrait financer abondamment ces associations, où finalement, elles sont obligées de faire des arbitrages. Et les arbitrages, souvent, malheureusement, c'est de donner beaucoup moins aux associations au niveau local. Donc, dans tous les cas, tout ce qui a été enclenché, bien sûr par ce gouvernement, mais aussi par le gouvernement précédent, avec la refonte de la fiscalité locale, la baisse des dotations, tout cela a eu un impact négatif et je ne suis pas certain qu'il avait complètement anticipé cet impact négatif. Mathieu Plane, vous êtes sur ce... Oui, non, tout à fait. Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que je pense que c'est des effets non anticipés de certaines réformes. Et effectivement, l'ISF, il y avait beaucoup de niches fiscales pour échapper à l'ISF. Et justement, les dons aux associations participaient à ça. Donc, c'est vrai que ça permettait aussi de justement flécher un certain nombre de dons financiers vers ces associations-là. La sous-pression, ça a été bien dit, l'a limité. Et puis, il y a un autre point, c'est que la hausse de la fiscalité, notamment la CSG, il y a une partie importante, en fait, de personnes qui ne sont pas forcément aisées, plutôt classe moyenne, mais qui donnent régulièrement. Et c'est vrai, en particulier des retraités. Et la hausse de CSG a limité leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat, en tout cas là, pour le moment, ce qui fait qu'ils ont réduit potentiellement les dons aux associations. Donc c'est vrai que ça, c'est des effets qui sont non anticipés, qui participent à des problèmes qu'on vient d'évoquer. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler ici même sur ce plateau. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue. #OVPL pour réagir sur Twitter. N'oubliez pas, on va s'intéresser à la réponse apportée par l'exécutif à ce problème de pouvoir d'achat incarné par le mouvement des Gilets jaunes. 2 éléments nouveaux ce mardi, le discours d'Emmanuel Macron ce matin, et on va l'analyser, mais aussi une rencontre ce soir entre 2 représentants du mouvement et François de Rugy en personne. On l'a compris, l'exécutif emploie les grands moyens. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une sortie de crise, une issue de secours? On va en débattre avec nos invités après ce sujet de Flora Sauvage. C'est un changement de méthode, pas un changement de cap. Nous devons donc entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain. Face aux Gilets jaunes, l'exécutif annonce une prime à la conversion renforcée et des taxes sur le carburant adaptées au prix du baril de pétrole. Chez les Gilets jaunes, c'est la déception qui transparaît. C'est pas ce que nous, on veut entendre. Les choses, elles doivent être plus succinctes, plus précises, à savoir ce qu'on va manger, nous, maintenant, demain, aujourd'hui. Emmanuel Macron a promis d'adapter la fiscalité sur les carburants, une promesse qui n'interviendra pas avant 3 mois, au terme d'une grande concertation de terrain. Pour les écologistes, le compte n'y est pas. Des grands discours, des tout petits pas, des belles paroles pour éteindre une colère, mais sans acte fort de justice sociale. Et rien pour préparer l'avenir, on reste dans les énergies du vieux monde. C'est assez décevant. Face à ce dialogue de sourds, le ministre de l'écologie, François de Rugy, devait recevoir une délégation de Gilets jaunes dans la soirée. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Hervé Moret, bonsoir. Sénateur centriste de l'Eure, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Bénédicte Pérol, bonsoir. Bienvenue à nouveau sur ce plateau, député La République En Marche de l'Allier, membre de la commission des finances. Sandra Régol, bonsoir, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et Olivier Roucan, qu'on connaît bien sur ce plateau, politologue, professeur de droit constitutionnel. Merci à tous les 4. La réponse la plus concrète que j'ai trouvée dans le discours d'Emmanuel Macron ce matin sur les Gilets jaunes, la fiscalité sur les carburants va s'adapter aux fluctuation des prix. Bénédicte Pérol, beaucoup de réactions aujourd'hui pour dire que c'est un peu trop flou, un peu opaque. Est-ce que vous en savez plus sur les intentions du président? Et sinon, est-ce que vous ne trouvez pas flou vous-même?
Le président de la République, effectivement, a fait cette annonce, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'en cas d'un pic pétrolier, comme on a pu le connaître ces derniers mois, on pourrait suspendre ou annuler l'augmentation qui est prévue l'année en cours. Ce qui veut dire, de ce que je comprends, c'est qu'on a une augmentation du prix du pétrole, comme on l'a connu. Il faudra qu'on définisse ce que c'est qu'un pic. En 2000, c'était 10%, une évolution de 10% à la hausse ou à la baisse. Et donc, en fonction de ce pic, soit on suspend, soit, encore une fois, on annule l'augmentation, et tout ça, c'est évalué trimestriellement. C'est-à-dire que, par contre, ça c'est en cas de hausse. Si on revient à la baisse, ça veut dire qu'on peut revenir sur cette taxation. Pourquoi on fait ça? Le président de la République l'a bien expliqué aussi. C'est pour garder le signal prix, ou en tout cas, on sait que quand le prix du baril augmente, le signal prix, il est bien présent, il est même plus fort que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Donc voilà, c'est ça la direction. On maintient, il empêche le cap avec un prix du carbone à raison 2030 à 100 €. Et vous avez compris qu'il vous a fallu quand même quelques minutes pour nous expliquer ce qu'il y a. Voilà. Alors j'imagine qu'Hervé Maurey a envie de réagir. C'est vrai que les Français ont envie d'entendre baisse des prix, point barre, et ils entendent tout un mécanisme économique un peu complexe. C'est vrai que quand j'ai entendu le président de la République ce matin, parce que j'étais à l'Élysée, j'ai cru comprendre qu'il annonçait ce que nous demandions depuis un moment, c'est-à-dire ce qu'on appelle une TICPE flottante. C'est-à-dire que de manière automatique, quand il y a une hausse des prix du pétrole, eh bien la taxe s'ajuste pour ne pas qu'il y ait, en plus de la hausse de la trajectoire carbone, une hausse des cours du pétrole. Mais très vite, on a compris que c'était pas ça, puisque très vite, après le discours du président de la République, le Premier ministre est resté, a fait des explications de texte, et notamment une réponse à une question qui était posée, et il l'a confirmé cet après-midi aux questions au gouvernement au Sénat. On a compris que c'était quand il y aurait un pic exceptionnel, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un pic exceptionnel, qu'éventuellement le gouvernement pourrait réajuster. Donc c'est malheureusement pas ce qu'on avait pu comprendre, c'est pas quelque chose qui va s'adapter automatiquement, c'est quelque chose qui d'ailleurs sera à discrétion du gouvernement, et ça pose un problème par rapport au pouvoir du Parlement, parce que je rappelle que c'est quand même le Parlement qui, notamment en loi de finances, fixe le niveau des taxes, et là ce sera le gouvernement qui pourra le faire, et qui le fera quand il jugera qu'on a des pics, d'après ce que j'ai compris, assez exceptionnels, donc ça ne sera pas fréquent. Sandra Rigol, comment vous avez perçu cette annonce? Cette annonce en particulier, qui était censée être l'annonce du jour et soulager les Français. Comment vous, en tant qu'écologiste, vous l'avez perçue? Est-ce que vous dites, ouf, il ne touche pas à la taxation qui va en faveur de l'écologie? Comment vous avez vu ça? À peu près comme vous, l'explication très très longue et alambiquée sur ce que ça va être. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a dû en même temps, on maintient la taxe, en même temps on la supprime, et au milieu, les Français sont complètement perdus, et c'est bien légitime, parce qu'on ne sait plus trop quel est l'objectif aujourd'hui du gouvernement. Est-ce que c'est vraiment de sauver la planète et incarner les grands discours qui étaient ceux qui ont suivi la COP21, qui étaient ceux de ce président qui s'opposait à Trump, le climato-sceptique? Ou est-ce que c'est un retour en arrière sur une loi d'offre et de la demande? Après, nous, en tant qu'écologistes, on soutient ces taxes à une seule condition, qu'elles soient socialement justes. D'ailleurs, Nicolas Hulot, lorsqu'il a quitté le gouvernement, l'a fait entre autres, parce que sur ce dossier-là, le gouvernement refusait d'opérer une égalité sociale sur l'application de cette taxe. Et ça, c'est un gros souci, parce qu'on a un gros problème en France d'acceptabilité de l'impôt. Et il est légitime. Enfin, cette méfiance est légitime. Les Françaises, les Français ne savent pas où va leur argent. Ils voient qu'on supprime l'ISF, l'impôt sur la fortune, pardon. Ils voient qu'on rajoute des flat tax. Ils voient qu'on va aller draguer les expatriés en Belgique, qu'on va draguer la City, qui maintenant ne sait plus trop où elle va atterrir. Et par contre, ils voient bien que eux, elles, dans leur quotidien, il n'y a pas grand-chose qui change. Or, l'impôt, c'est un outil d'égalité. C'est ce qui permet à chacune, chacun de pouvoir aller à l'école, au lycée, d'avoir des maternités où accoucher, tous ces services publics qui font défaut aujourd'hui et qui font que les Françaises et les Français sont dépendants de la voiture. Si on reste sur ce discours et cette réponse précisément aux Gilets jaunes, Olivier Roucault, est-ce que vous avez trouvé que c'était assez clair, que c'était assez concret? Quelle est votre analyse? C'était intéressant. Mais le problème, c'est que parce qu'il y a quand même, on aborde la transition énergétique, on aborde donc les enjeux écologiques, dans tous les cas certains points qui touchent à l'énergie, l'éolien, on parle du nucléaire, donc ça permet une prise de conscience. Mais c'est pas le problème aujourd'hui. Il y a une attente aujourd'hui du fait du mouvement des Gilets jaunes sur les inégalités, sur les fractures sociales, territoriales, sur ce qu'on appelle la cohésion sociale et territoriale. Et on nous parle nucléaire, éolien, photovoltaïque. Ça, c'était prévu au programme, hein, c'était un discours... Mais oui, mais si vous voulez, le programme, c'est il l'a même réadapté en fonction des Gilets jaunes. C'est bien de le fixer à l'avance. Simplement, là, il y a quand même, semble-t-il, une urgence. Alors,
Si on garde l'idée de communiquer sur l'écologie, et ça semble pertinent, hein, encore une fois, ce n'est pas la question, il faut cependant mettre le paquet pour faire la pédagogie de ce qui n'est pour l'instant pas du tout compris, c'est que l'écologie n'est pas contradictoire avec l'élément social. Donc il faut bien expliquer comment on va faire pour faire de la solidarité écologisée, je dirais. Or, il ne semble pas que ça a été le cœur du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, c'est pas très réussi, à mon avis. Bénédicte Perrol, vous trouvez injuste que les observateurs, les hommes et femmes politiques critiquent à ce point le discours d'Emmanuel Macron du jour, que vous trouvez peut-être a priori assez concret? Alors déjà, il faut rappeler que ce matin, ce discours-là était prévu effectivement depuis plusieurs mois et était très attendu parce qu'on a présenté ce matin, le président de la République a présenté ce qui s'appelle un mot barbare pour nos concitoyens, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc en PPE. gros, c'est PPE pour les initiés. On va programmer, on va prévoir pour un horizon 2035 quelle va être notre production d'énergie et comment on va maîtriser cette énergie. Donc l'objet de cette présentation ce matin, c'était celle-ci. Et effectivement, l'actualité a fait qu'il a fallu aussi ajouter des éléments de justice fiscale et d'expliquer quelle va être la méthode aussi pour mettre en œuvre ces propositions qui ont été faites. Qu'est-ce qu'a proposé le président de la République ce matin ? Il a invité les syndicats, les collectivités territoriales. Le Premier ministre va les recevoir dans les jours qui viennent pour justement définir ensemble cette méthode. On nous a beaucoup reproché que tout était vertical, que tout était d'en haut. Là, le président de la République, c'est une main tendue à tous pour que justement ces fameuses propositions, qui effectivement sont compliquées pour les Français à comprendre. Chèque énergie, encore cet après-midi, j'avais ma collaboratrice avant d'arriver ici au téléphone. Un concitoyen est venu dans ma permanence en me disant « mais je viens de recevoir un chèque énergie de 114 €, c'est une réalité, c'est très bien, mais aujourd'hui je ne peux pas l'utiliser. » Donc on a des réponses à apporter, il y a des dispositifs qui existent, dont on sait qu'ils peuvent être efficaces, mais il y a des ajustements à faire. Et ces aussi débats territorialisés sur le terrain, ils vont nous permettre aussi peut-être de faire de nouvelles propositions. On ne va pas rétablir du jour au lendemain la justice fiscale, hein. Je veux dire, c'est pas depuis le président de la République et cette majorité que c'est une nouveauté. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est une accumulation de colère. Et justement, il y a eu ce message aussi d'Emmanuel Macron qu'il a voulu faire passer. Il y a eu un mea culpa, il veut bien admettre ses torts, mais il veut les partager. Écoutez. Trop de problèmes, de frustrations, de non-dits qui traînent depuis plusieurs décennies. Au sens propre, ces questions qui aujourd'hui remontent à la surface, elles n'ont jamais été vraiment traitées et elles empoisonnent la vie de la nation. Et il faut évacuer ces poisons. Hervé Moret, c'est vrai qu'Emmanuel Macron hérite d'une situation empoisonnée. J'ai envie de dire, il fait presque le sale boulot. Écoutez, c'est très facile de faire comme Emmanuel Macron des constats. Et après, c'était une très bonne introduction, ce que vous avez passé à l'instant. Et après, rien. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Rien. Quand ma collègue députée dit qu'il était là pour annoncer la PPE, est-ce que c'est ce qu'attendent les Français de savoir combien on va fermer de centrales nucléaires à horizon 2030, ce qu'il a d'ailleurs même pas été capable de dire? Est-ce que ce qu'il a aujourd'hui dit lors de son discours répond en quoi que ce soit aux attentes des Français et notamment des Gilets jaunes? Bien sûr que non. Et ce qui est très grave, c'est que tout ça nuit à la transition écologique. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on parle de fiscalité écologique, c'est toute la différence avec le reste de la fiscalité, c'est une fiscalité qui n'est pas destinée à remplir les caisses de l'État, mais à faire évoluer les comportements. Or, malheureusement, c'est quelque chose que ne fait pas ce gouvernement. On voit bien aujourd'hui que l'essentiel de la fiscalité dite écologique sert à renflouer les caisses de l'État et ne va pas du tout à la transition écologique. Et puis, pour qu'il y ait transition écologique, il faut qu'il y ait des vraies alternatives. Dans des territoires, quand vous avez le choix entre la voiture et la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et donc, c'est là où on attendait des propositions, c'est là où on attendait éventuellement un soutien aux familles qui habitent dans les milieux ruraux, c'est là où on attendait du concret. Et qu'est-ce qu'on a eu? Absolument rien. Mais rien de rien. Sandra... Des discours. Sandra... Et ça confirme une fois de plus la coupure qui existe entre ce président, ce gouvernement et le pays réel. Et vous craignez, Sandra Rigol, que justement Emmanuel Macron fâche les Français avec l'écologie, alors que c'est votre combat? C'est pas déjà fait? C'est pas déjà ce qu'il a entamé? Je vous pose la question. En fait, je vais juste rebondir sur un propos qui m'a beaucoup choqué que vous venez de tenir. Vous avez dit, je ne sais pas si c'est un lapsus ou si c'est quelque chose que vous assumez, vous avez dit on va quand même pas restaurer de l'égalité fiscale comme ça d'un coup de baguette magique. Donc en gros, vous dites à tous les Français et toutes les Françaises qui vous regardent là maintenant, en fait les inégalités c'est normal, vous devez vivre avec et nous ferons rien contre ça.
Absolument pas. Ne déformez pas mes propos, madame. C'est faux. Ce n'est absolument pas ce que ce n'est absolument pas. Oui, mais vous avez fait l'exégèse. Vous avez fait l'exégèse de mes propos. Je ne dis absolument pas. Je pense qu'on est tous favorables. Et vous savez, je vous ai laissé parler. Vous pouvez répondre après. Oui, mais peut-être un peu plus poli que de m'interrompre la parole. Je rectifie juste des propos. Vous êtes l'exégèse vous de mes incarnez propos. la nation. Vous savez qu'il faut incarner. Alors finissez, Sandra rigole. Et donc oui, il a déjà fâché les Français. Et c'est intéressant parce qu'il fait ça au moment où Nicolas Hulot a fait quelque chose de très important, c'est qu'il a enfoncé très très loin la conscience écologique du pays, à tel point qu'aujourd'hui, dans la majeure partie de la population, l'écologie, c'est devenu l'inquiétude numéro 1. L'avenir de la planète est devenu l'inquiétude numéro 1 avant même le pouvoir d'achat. Et quand ce n'est pas le cas, elle est deuxième, ce qui fait une moyenne de deuxième à égalité quasi avec le pouvoir d'achat. Donc il y a vraiment une très grande inquiétude chez les Françaises et les Français. Et à ce moment-là, il enclenche quelque chose qui est une logique comptable de l'offre et de la demande sur cette taxe, sur le diesel, qui en fait n'est pas vraiment une taxe. Il retire juste la niche fiscale qui était là jusqu'à présent, niche fiscale entretenue par de nombreux gouvernements pour entretenir les Français dans l'illusion que le diesel était une bonne solution. Et en plus de ça, il déclenche une vraie peur de l'impôt. Vous entendez comme moi les discours des Gilets jaunes qui sont « nous en avons marre d'être taxés ». Alors que la réalité, c'est que si on supprime les taxes, ce seront eux les premières victimes. Ce sont les plus pauvres, les plus faibles, les premières victimes quand on retire l'impôt. Mais il a même réussi, par sa politique, à faire croire aux plus concernés qu'ils allaient être qu'ils étaient ceux qui perdraient le plus s'ils faisaient autrement. En gros, il a vraiment casser tout lien entre les Français et les gens qui les représentent. Et ça, c'est très, 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 très grave. Et donc, sur l'écologie, heureusement, il y a d'autres personnes qui agissent. Il y a nous, évidemment, il y a les associations, il y a des personnes à travers tout le territoire qui se mobilisent et les mouvements de citoyens sont de plus en plus forts. D'ailleurs, en Angleterre, ils sont tellement forts que le jour de la manifestation, de la dernière manifestation des Gilets jaunes, il y avait une grande manifestation, vous allez excuser mon accent anglais qui est absolument affreux, mais qui s'appelle Extinction Rebellion, et qui consiste à dire la planète prend feu, les politiques ne font rien, eh bien devenons des rebelles et exigeons qu'on respecte notre droit à vivre. L'autre fait marquant de cette journée, c'est cette rencontre entre François de Rugy et les Gilets jaunes, organisée ce soir au ministère de l'écologie. Et il a bien été précisé que cette rencontre avait été organisée à la demande du chef de l'État. Pourtant, ce matin, Benjamin Griveaux annonçait le contraire et il argumentait même. Je voudrais qu'on l'écoute. En l'état actuel des discussions, ça n'est pas le cas. J'ai dit hier qu'on était ouvert au dialogue et nous le serons, mais je veux aussi que ce dialogue il soit utile parce que dialoguer pour dialoguer, si ça doit mener à des résultats concrets, les résultats concrets ce sont dans les territoires et dans ces conférences territoriales qu'on bâtira des solutions concrètes pour les gens. Je crois que c'est ça qu'ils nous disent les Gilets jaunes. On en a ras-le-bol des grandes théories, on veut des résultats concrets, des solutions concrètes pour nous. C'est ce qu'on leur propose avec ces conférences des territoires, on aura tout le monde autour de la table. Olivier Roucault, on a un peu de mal à comprendre ce qui a pu se passer entre ce matin, quand même, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui, je pense, est bien informé, annonce qu'il n'y aura pas de rencontre et que c'est comme ça. Et à la mi-journée, on apprend qu'Emmanuel Macron demande cette rencontre. Qu'est-ce qui a pu se passer d'un point de vue politique ? Benjamin Griveaux est désavoué, il a fait un excès de zèle. Que s'est-il passé ? Je pense que face au désarroi, à ce désordre, parce que c'est quand même une désorganisation, ce mouvement qui dure, qui est lui-même assez difficile à appréhender, le pouvoir, lui aussi, se désorganise un peu, parce que la réponse ne peut pas être hiérarchique, verticale. Il y a aussi un François de Rugy qui veut exister sur ce dossier. Donc, vous l'interprétez comme ça aussi ? Il a dû défendre sa position, ses intérêts. Mais ce qui est notable, c'est qu'alors on nous parle de conférences territoriales. Et donc, il y aurait les Gilets jaunes, il y aura, j'imagine, les collectivités territoriales. Mais la transition énergétique et le développement durable reposent de plus en plus sur les collectivités territoriales et notamment les territoires à énergie positive. Des tas de choses sont faites. Il y a même, j'allais presque dire, un impôt local qui sert à des programmes territoriaux qui favorisent l'écologie et le développement durable. Donc c'est là, en effet, que sans doute il faut aussi écouter les élus régionaux, départementaux et le secteur communal, parce que finalement, au-delà du nucléaire, il y a la question de la biodiversité. Finalement aussi, autre remarque, dans tout ce qui a été annoncé depuis quelque temps, on a la poursuite des lois qui ont été adoptées en 2016,
en 2015. Donc la remarque d'Emmanuel Macron sur avant on n'a rien fait et maintenant bon il faut rattraper tous les dégâts, c'est un peu caricatural quand même. Bénédicte Pérolle, est-ce que ce qu'a dit Benjamin Griveaux ce matin illustre effectivement une forme de flottement au sein de la majorité, au sein de l'exécutif? En tout cas à la majorité vous pouvez peut-être le savoir, si au sein de la majorité En Marche ça commence un peu à flotter, à vaciller, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui nous intéresse, c'est le fond. Et c'est le fond de ce qu'a dit le président de la République, effectivement, l'invitation à ces débats territoriaux. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des initiatives locales. Moi, je vois dans ma circonscription, les collectivités n'ont pas attendu, je veux dire, qu'on leur dise de faire. Elles font dans l'Allier, par exemple, l'Allier qui est quand même un territoire rural. Le syndicat d'électricité a développé plus de 70 bornes dans l'Allier à équidistance de 30 km pour pouvoir développer les véhicules électriques. Alors, on ne va pas être dans tout le véhicule électrique. Il faut un mix énergétique en France et tout le monde ne peut pas s'acheter un véhicule électrique. Mais il y a des innovations. Le département a mis en place le transport à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans tout l'Allier, vous ne pouvez pas vous déplacer avec... il n'y a pas des transports en commun de partout, mais on met à disposition des solutions de terrain, des solutions de proximité. Et je crois que le président de la République nous invite justement à mettre en avant ces initiatives locales, ces initiatives citoyennes. L'environnement, la politique environnementale, la politique écologique, elle s'est créée comment? Elle s'est créée à partir des citoyens. C'est des associations qui effectivement ont défendu pour des raisons de biodiversité, ont défendu des parcs nationaux. Et c'est comme ça que s'est construite la politique écologique. Et je crois que c'est comme ça qu'elle doit continuer à se construire. Donc bien évidemment, il faut encourager, mettre en avant ces initiatives locales et j'ai envie de dire peut-être déployer là où elles sont exemplaires et où on a vu qu'elles ont une efficacité sur d'autres territoires. Hervé Maurey. Oui, Mme Pérolle a tout à fait raison de souligner que les collectivités font un travail formidable en termes de transition écologique. Et c'est bien pour ça que le Sénat demande à ce que les communes et les communautés de communes bénéficient d'une part de la taxe carbone. Parce qu'aujourd'hui, la trajectoire de la taxe carbone va assurer 15 milliards de recettes supplémentaires à l'État d'ici 2022. L'État considère que les communes doivent participer à cette transition écologique, mais garde l'argent. C'est évidemment pas possible. Comment vous l'expliquez ça? Et donc, nous avons voté au Sénat un amendement en ce sens, et j'ose espérer que l'Assemblée nationale respectera. Je voudrais juste ajouter un mot par rapport à ce qui a été dit à l'instant, sur ces changements de pied de M. Griveaux, etc. On a un sentiment d'impréparation et d'amateurisme incroyable, et qui contraste avec l'image que voulait donner jusqu'à présent le président de la République, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de rigoureux, ça changeait avec le précédent quinquennat. Et là, on est dans l'improvisation permanente. Ce matin, on nous annonce une concertation, mais personne n'est capable de dire comment elle va se passer, comment elle va se dérouler, à quoi elle va servir, on va se concerter sur quoi dès lors que le président de la République dit « je ne change rien ». Enfin, c'est incroyable de voir à quel point ça part vraiment en vrille. Bénédicte Pérolle, vous voulez répondre? Moi, monsieur le sénateur, avec tout le respect que je vous dois, je vois quand même plusieurs contradictions dans les propos que vous avez pu évoquer depuis tout à l'heure. Vous nous avez dit dans un premier temps, la fiscalité écologique est une fiscalité comportementale. Vous avez raison. Et donc, du coup, par conséquent, finalement, qu'on l'utilise à la transition ou pas, est-ce que c'est une question secondaire ou pas? Je pose la question. Ensuite, vous nous dites, il faut que ça aille aux collectivités territoriales, qu'une part de la TICPE aujourd'hui aille aux collectivités territoriales. Alors j'aimerais quand même rappeler ici, sur 37 milliards de TICPE, nous avons déjà 12 milliards qui vont aux collectivités, rien ne va aux communes, aux régions et qui va aux départements. Oui, vous avez raison, monsieur le sénateur, elles ne vont pas financer des politiques de transition écologique. Mais c'est quand même important de rappeler les faits. Ensuite, moi c'est ma position personnelle, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une affectation 100% de taxe fiscalité écologique à la fiscalité écologique. Parce que je pense qu'il faut qu'on ait dans le budget, aujourd'hui, des équilibres qui se créent. Il faut qu'on ait des prestations sociales, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a parlé de justice fiscale tout à l'heure, il faut qu'on trouve un équilibre dans l'accompagnement, mais l'accompagnement, il ne se fait pas uniquement par des mesures d'accompagnement à la transition écologique, il se fait aussi à travers différentes mesures de prestations sociales. Ce que nous faisons aussi en termes de primes d'activité. Il y avait quand même un angle sur le logement, avec la rénovation thermique notamment, mais il y a une attente énorme de ces classes en difficulté qu'il exprime là, sur le logement. Or, ça patine sur le logement, le programme. Le crédit impôt est divisé par 2 dans le budget. Voilà, et puis bon, il y a eu la baisse des allocations, et on ne sait pas, le rythme des constructions n'est pas à la hauteur. Hein. Donc là-dessus, il y avait quand même à préciser un peu l'offre publique, la politique publique mise en œuvre.
et le faire en lien avec les collectivités territoriales, toujours pareil. Alors là, j'aimerais quand même rappeler de dire qu'on ne fait pas grand-chose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, pour parler des collectivités territoriales, on va parler d'un programme que nous connaissons tous autour de cette table, je n'en doute pas, c'est Action Cœur de Ville, plus de 5 milliards d'euros programmés sous le quinquennat. Ce n'est qu'une partie de ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est pour rénover les centres-villes, mais rénover les centres-villes, vous avez aussi revitaliser les centres-villes. Une rénovation, non mais oui, il y a aussi jamais dedans, été présenté comme un programme de transition écologique, non, jamais. Ce n'est pas un programme de transition écologique, mais on parle ici de rénovation des bâtiments. Donc il y a aussi dans ce programme Action Cœur de Ville aussi une possibilité de rénover les logements. Social. Ensuite, et pourquoi on divise par deux cette année le crédit d'impôt transition énergétique? Alors parlons du crédit d'impôt. Après, on laissera parler Sandra Rigol qui attend gentiment, patiemment. C'est curieux de diviser par deux ce Le- crédit d'impôt alors que l'on veut soi-disant favoriser la transition écologique. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Le crédit d'impôt transition énergétique, effectivement, on a revu l'assiette. Il y a eu un rapport de l'ADEME et de l'IGF, l'ADEME qui est l'agence qui s'occupe justement de toutes les politiques environnementales de la France, qui a dit que le fait d'utiliser le crédit d'impôt pour soit changer ses fenêtres, soit changer ses portes, d'un point de vue efficacité énergétique, ça ne l'était pas. Alors, monsieur le sénateur, je suis sûre que vous êtes comme moi très attaché à l'efficacité de la dépense publique. Et bien concrètement, ici, c'est ce qu'on essaye de faire. Par ailleurs, qu'est-ce qu'a annoncé le président de la République? Et il me semble que c'est important aussi, parce que le CITE, il n'est pas ciblé aujourd'hui sur les ménages qui sont modestes, qui en ont le plus besoin. Et d'ailleurs, moi je peux vous dire qu'au fin fond de l'Allier, mes concitoyens, ils ne connaissent pas forcément le crédit d'impôt transition énergétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer CITE, pour les initier là aussi, en une prime pour les ménages les plus modestes et qui sera gérée par l'ANA. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra revoir l'assiette. Est-ce qu'il faut conditionner telle rénovation à telle autre pour que justement ça ait une vraie efficacité énergétique? Mais voilà le sens de notre politique, c'est l'efficacité de la dépense publique. Oui, une transition écologique, mais qui soit aussi ciblée sur les plus précaires, parce que il y a aussi des impératifs. Sandra Rigol, et ensuite je vous laisserai parler, Hervé Morin. Sandra Rigol. Je ne sais pas si vos téléspectateurs ont compris grand-chose à cet enchaînement de sigles et de sursigles et puis de crédits. Après, la politique, c'est pas simple, et la gestion d'un pays non plus. Oui, mais après, il y a des pays où la politique fiscale est très simple, où le taux d'imposition est beaucoup plus élevé, où les décisions en matière d'environnement sont bien supérieures aux nôtres et qui sont même en Europe. Il y a le Danemark, il y a la Suède. Il y a des pays comme ça où même les gens disent qu'ils devraient payer plus d'impôts. Donc vous voyez, en fait, on peut faire des politiques fiscales qui soient simples, qui soient acceptables et surtout qui produisent des effets. Parce que là, j'entends qu'on parle beaucoup des territoires. C'est intéressant, vous avez raison, les politiques écologistes, environnementales, mais même les politiques sociales viennent souvent des territoires. Alors le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les dotations aux territoires, il supprime les dotations aux régions, il supprime les dotations aux villes. Et d'ailleurs, c'est tellement faux que les maires et les représentants des régions sont vent debout contre le gouvernement. Tellement ce que je dis est faux. Par ailleurs, effectivement... La baisse des dotations a commencé bien avant Emmanuel Macron. Faux. Oui, enfin, là, non, mais voilà, disons-le pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Quand même. Depuis. D'autre part, les associations, c'est aussi un secteur très important pour mener des politiques de transition et pour innover. Là encore, les dotations sont en baisse, quel que soit le secteur. Et donc, on voit qu'en fait, c'est un discours un petit peu faux, puisque on dit, on veut faire des choses, on veut innover, on veut avancer, mais rien n'est fait. D'ailleurs, vous parliez de la rénovation thermique des bâtiments. C'est important de dire comme ça, c'est un gros mot. La réalité, c'est quoi? C'est des familles entières qui vivent dans des frigos en plein hiver, qui vivent dans des fours en plein été. Ce sont 4 millions de personnes qui sont concernées. Avec humidité, champignons et maladies qui vont avec, exactement. Évidemment. On ne parle pas de chiffres, on parle de vrais gens qui vivent vraiment dans des situations dramatiques. Il y a eu quoi dans ce discours? Il y a quoi dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie pour ces gens qui souffrent chaque jour tout au long de l'année, qui paient des taxes, qui paient la TVA, qui paient des impôts? Ces gens-là, qu'est-ce que fait le gouvernement pour eux en termes juste d'égalité, d'humanité? Et or, la transition écologique, c'est un moyen, justement, pour permettre à ces personnes-là d'être protégées. Parce qu'en fait, si vous dites, on va faire des économies, on va être un peu plus indépendant, c'est bien, mais si vous continuez à avoir des passoires qui dépensent de l'énergie, à quel moment c'est possible? D'ailleurs, c'est tellement vrai que les entrepreneurs, le secteur industriel dit que le gouvernement est en deçà de leurs attentes, que ce soit dans le développement du renouvelable ou que ce soit dans la rénovation. Quand même l'industrie dit, ça ne va pas assez loin, c'est qu'on a un vrai gros souci. Il nous reste politique. 1 minute, en quelques secondes. Hervé Maurey, le reproche global à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas été assez concret ce matin.
C'est qu'il n'a pas été assez concret, qu'il n'a absolument pas répondu à la crise que l'on connaît aujourd'hui et qui n'est pas en voie de se résorber. Et Bénédicte Peyrol, vous gardez espoir? Vous imaginez qu'Emmanuel Macron va réussir à convaincre? Moi, je crois qu'il y a une main qui a été tendue. Maintenant, mettons-nous tous autour de la table. Je crois que les propositions, il y en a. Il faut aussi que ça vienne du terrain. Je crois que les Français ont beaucoup de bon sens et moi j'ai confiance dans leur capacité à... Encore une fois, je crois que tout le monde est invité à pouvoir apporter des solutions et c'est ce qu'on veut faire. Olivier Roucan, de votre avis, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron ait mis un terme au mouvement des Gilets jaunes ce soir? Non, parce qu'il n'a pas envoyé un signal fort qui aurait consisté à dire « je me suis trompé sur le premier budget, j'ai fait des erreurs fiscales ». Et donc il faut corriger ça. Et tout part de là. Et il va traîner ça pendant un moment tant qu'il n'enverra pas le signal fort qu'il contrebraque sur la fiscalité, et y compris en incluant la fiscalité locale. Et il faut être clair là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. On se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Delphine Batteau, présidente de Génération Écologie, députée des Deux-Sèvres. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.